Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Lors de la préménopause, puis de la ménopause, de nombreuses femmes ressentent différentes problématiques liées aux déséquilibres hormonaux. Cette période de transition peut durer plus de 10 ans. Et même si on a tendance à s'habituer aux symptômes, ils ne sont pourtant pas une fatalité. Pour en parler, nous recevons Catherine Vessière, yoga thérapeute et praticienne en Ayurveda. Catherine accompagne les femmes à mettre en place des changements nécessaires pour soutenir le métabolisme dans cette période afin de mieux gérer le stress et les émotions au quotidien et de prévenir l'impact de la chute des hormones sur les os ou le système cardiovasculaire notamment. Bonne écoute! Bonjour Catherine, bienvenue sur le Bonjour podcast. Catherine. Bonjour Nat, bonjour Lorraine. Comment vas-tu Catherine? Très très bien, merci. On est super contente de te recevoir pour parler de préménopause et de ménopause. Comme disait Lorraine en introduction, donc tu es yoga thérapeute et praticienne en Ayurveda et tu accompagnes les femmes dans cette période-là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette période de la vie de la femme? Oui, bien sûr, hein. Donc c'est une reconversion professionnelle quand j'avais, je dirais 38, 40 ans qui m'a amenée à m'intéresser, à me former tout d'abord au yoga puisque j'étais quelqu'un de très stressé. Donc je pratiquais un petit peu le yoga mais pas suffisamment à mon goût. Donc je me suis lancée lors d'une reconversion professionnelle à enseigner le yoga. Puis j'ai découvert ensuite l'Ayurveda car j'avais quand même pas mal de problèmes de déséquilibre hormonaux à cette époque. J'avais déjà eu 2 enfants sans suivre tous les conseils de l'Ayurveda, aussi bien en prénatal que postnatal. Donc je dirais que mon système hormonal était quand même un peu déséquilibré, à vrai dire. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda pour justement rééquilibrer ce système hormonal qui me posait souci, notamment avec des symptômes prémenstruels assez importants, sans parler d'un tas d'allergies, allergies alimentaires, allergies saisonnières. J'avais subi beaucoup de stress dans ma précédente activité professionnelle. Donc avec le yoga, j'étais en train de régler la partie stress, mais je dirais que j'avais quand même beaucoup de carences nutritionnelles et au niveau des équilibres hormonaux, c'était pas encore ça. Donc je me suis formée à l'Ayurveda et en même temps, enfin un petit peu plus tard, je me suis spécialisée en yoga thérapie pour pouvoir plus accompagner les femmes sur une approche complètement globale, à la fois sur le corps et sur la gestion du stress et des émotions. Et j'ai de plus en plus accompagné des femmes qui avaient 40 ans, 50, dans cette phase qui était en plein chaos hormonal, et si bien que je me suis un peu plus penchée dans les bouquins, je me suis un peu plus spécialisée pour essayer de leur apporter des réponses peut-être plus pertinentes avec la yoga thérapie et aussi avec l'approche de l'Ayurveda. Super. Justement, c'est de cette période qu'on va parler aujourd'hui et puis je pense que tu vas pouvoir donner à nos auditrices
et à nos auditeurs qui nous écoutent, qui veulent se renseigner sur le sujet, tout un tas d'explications de ce qui se passe dans le corps lors de cette période de préménopause et ménopause. Et ensuite, on aura certainement de nombreux conseils de ta part concernant l'hygiène de vie, l'alimentation, les activités. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux peut-être définir ces deux notions, parce qu'on parle très souvent de ménopause, c'est un mot assez connu dans notre société, et la préménopause, c'est plus récent, c'est plus récemment qu'on en parle. Quelle est la différence entre ces deux périodes? Est-ce que tu peux nous définir ce qui se passe également lors de ces deux périodes? Oui, bien sûr, hein. Donc la préménopause, c'est donc la période avant l'arrêt complet des règles, hein. Donc déjà la ménopause, c'est un arrêt complet des règles pendant une période de 12 mois. Ça, c'est la définition. La préménopause, eh bien, c'est le début, je dirais, d'un déclin hormonal, notamment des hormones comme la progestérone, qui commence à diminuer en premier, et puis un déclin aussi des œstrogènes. Alors, il faut savoir que la préménopause peut arriver ça dépend vraiment des femmes, hein, mais entre 10 ans et 5 ans avant la ménopause. Et puis, je dirais, c'est aussi très progressif, hein. C'est quand on commence à sentir une diminution lente de la progestérone, on commence à ressentir dans le corps différents symptômes, enfin, quand on est en déséquilibre, hein, parce que si on a une diminution lente de la progestérone et des œstrogènes qui diminuent aussi lentement, il n'y aura pas tant que ça de déséquilibre. Ce qui va vraiment créer les déséquilibres, c'est s'il y a vraiment des œstrogènes qui vont varier très très fortement pendant cette période de préménopause. Donc c'est le déséquilibre relatif entre progestérone et œstrogène qui va créer de gros déséquilibres. Donc en fait, pour se rendre un petit peu compte, c'est difficile de mettre une date, de se dire là est-ce que je suis vraiment en préménopause? On va le voir sûrement avec les symptômes. Et puis si on prend en compte la date de l'âge de la ménopause de sa mère à peu près, on peut se dire que on peut avoir à peu près cette ménopause à peu près au même moment. Et puis, si on compte 10 ans avant cette date de ménopause, on peut se dire là, je commence à rentrer en préménopause. Mais bon, c'est tellement variable selon les femmes que c'est difficile faire une règle générale, mais c'est ce qui est dit. Voilà. Quels sont justement les signes qu'on peut observer? Alors, du coup, les signes de déséquilibre, hein, quelles sont les choses qui peuvent nous indiquer la préménopause puis la ménopause? Alors, les signes de déséquilibre, ils sont à différents niveaux. Il y en a au niveau physique, il y en a au niveau psychologique, et ils peuvent être vraiment très invalidants pour les femmes, aussi bien en préménopause qu'en ménopause, hein. Alors les signes alors je vais parler des signes en préménopause d'abord. Donc on peut avoir la prise de poids, hein, peut commencer dès la préménopause, hein. Puis la rétention d'eau, des difficultés à trouver un sommeil réparateur, donc des troubles du sommeil. On peut avoir des règles très abondantes, vraiment très abondante, avec des grosses pertes, un cycle rapproché. Il va y avoir aussi des kystes, hein, au niveau des seins, des douleurs mammaires. Quand je parle de règles très abondantes, il pourra y avoir aussi des douleurs vraiment importantes. Il peut y avoir des kystes aussi au niveau utérus, ouvert, voilà, on a beaucoup de symptômes. Et puis au niveau psychologique, donc j'ai parlé des troubles du sommeil, mais il y aura aussi l'anxiété, il y aura aussi la déprime, les sautes d'humeur. En fait, ce sont des symptômes que on va aussi retrouver en ménopause.
Mais comment dire, en ménopause, on aura plus les bouffées de chaleur qui sont vraiment le symptôme qui montre une baisse des oestrogènes. En préménopause, on pourra commencer à avoir, oui, un petit peu de suée nocturne, de bouffées de chaleur, mais c'est plus les problématiques autour des règles qui vont poser problème, de la prise de poids aussi, qui commence en préménopause. Et ces troubles de l'humeur aussi, principalement. Mais il y a énormément de troubles, on peut se retrouver avec des vertiges. Et puis, il y a aussi des troubles que l'on ne voit pas, en fait, que l'on ne sent pas dans le corps, mais qui vont être présents. Et ça, c'est d'autant plus, je dirais, sournois, c'est qu'on ne va rien sentir, à savoir que la baisse de la progestérone va entraîner une diminution des cellules qui construisent les os. Enfin, donc les os vont moins bien se régénérer. Donc ça on va commencer à avoir des risques d'ostéoporose et ça peut commencer vraiment, vraiment tôt, surtout si on prend des médicaments, notamment de la cortisone à haute dose, par exemple. Et puis, un risque sur notre santé cardiovasculaire aussi, qu'on peut très bien ne pas sentir venir et qui peut se révéler en ménopause, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est important d'être prévenu que lorsqu'on a ce type de symptômes, eh bien, il y a de fortes chances que ça soit hormonal et non pas se dire que eh bien qu'est-ce qui se passe, je vais aller voir mon médecin parce que j'ai sûrement besoin d'un antidépresseur. Enfin, la solution souvent des médecins, c'est de donner ce type de médicaments et de ne pas s'intéresser à l'aspect hormonal qui est bien présent malheureusement. Oui, puis l'idée de cet épisode aussi, c'est peut-être de sensibiliser les femmes qui n'y sont pas encore dans ces périodes de préménopause, ménopause, pour leur dire qu'on peut vraiment agir en amont pour éviter tout simplement ces symptômes de préménopause et de ménopause en équilibrant le corps, en ayant les bons réflexes, puisque comme on le disait en intro, on est d'accord que ce n'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on va avoir 40, 50 ans qu'on est obligé de passer par ces phases. Évidemment qu'on sentira des changements dans notre corps, mais on n'est pas obligé de les subir et d'en souffrir. On est Voilà, c'est d'accord? ça. Oui, c'est ça, parce que on regarde les sociétés ancestrales, on prend le cas de l'Inde, mais il y a donc longtemps, toutes les femmes qui vivaient dans ces sociétés ancestrales n'avaient pas des troubles comme ça aussi importants de bouffées de chaleur. Vraiment, ces déséquilibres sont vraiment propres aux occidentales. Même les japonaises ont beaucoup moins de troubles. Exactement, les cultures asiatiques ont moins de problématiques. Alors moi, je me demandais aussi dernièrement si c'est pas, à force de nous dire en Europe, oui, bah tu vas voir, de toute façon, la ménopause, c'est pas vraiment une période facile. Et c'est vrai que nos mères nous parlaient comme ça un peu de la ménopause. Et je pense que déjà, c'est une idée fixe en fait en Europe qu'on a, c'est bah la ménopause, tu vas voir, c'est pas une partie de plaisir. Et il faudrait quand même déconstruire toute cette idée-là. En sachant qu'évidemment, c'est quand même un changement, c'est un cap, c'est une transformation pour la femme, mais comme elle en a plein d'autres dans sa vie. Donc, mais voilà, que c'est pas spécialement une période négative. Exactement, exactement. Il y a plein de bonnes choses qui se passent à ce moment-là, notamment au niveau, nos enfants sont beaucoup plus grandis et on va être beaucoup moins occupés par eux et souvent ils ont quitté la maison à ce moment-là. Donc on est beaucoup plus libre de faire plein de choses. C'est un peu une renaissance si on peut vivre cette période-là sans symptômes. Donc, et puis on sait qu'on a encore, déjà on est libéré des règles, donc ça c'est chouette. Et on sait qu'on a encore la moitié de notre vie quasiment à vivre encore, donc sans les règles. Oui, un nouveau corps, un nouveau métabolisme à découvrir, parce qu'on a toujours eu un cycle, et là, c'est essayer de comprendre comment fonctionne notre corps et ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous dire, si on rentre un peu plus dans l'Ayurveda et les doshas, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un peu habituées à ce qu'on leur parle de Vata, Pitta, Kapha, qu'est-ce qui se passe au niveau des doshas? Quelles sont leurs interventions un peu tout au long de ces périodes-là?
D'accord, bien sûr, hein, c'est important, hein. Donc vous connaissez peut-être les différentes phases de la vie où certains doshas sont prédominants, hein. Donc on va reparler de l'enfance avec, Kapha prédominant, de l'adolescence où Kapha va laisser la place à Pitta, puis l'âge adulte, Pitta prédominant, puis la ménopause où là, Pitta va laisser la place à Vata progressivement, parce que Vata est le stade de la vieillesse aux alentours de 70 ans, hein. Et cette transition entre Pitta et Vata peut, selon l'Ayurveda, être un peu problématique pour la femme. Et donc, le déséquilibre de Vata va être augmenté par le mode de vie, ou surtout par le mode de vie dans notre société moderne où on est de plus en plus dans la rapidité, dans les écrans, dans le virtuel, et que en tant que femme dans la société moderne, quand on travaille dans une société où on a tendance un peu à ne plus faire de différence entre les hommes et les femmes par rapport au travail, etc., cette phase de la préménopause, ménopause, ça va être assez difficile parce que à ce moment-là, les femmes devraient ralentir, prendre du temps pour elles, lever le pied. Or, c'est pas du tout le cas parce qu'on leur demande, on en demande beaucoup, hein, et c'est un petit peu la même chose quand elles ont leurs règles, hein. On leur demande d'être aussi efficaces que les hommes. Or, cette période-là, vraiment, le corps a besoin de soutien, hein, puisqu'on rentre on rentre dans la période Vata, Mmh. justement. Ouais, et est-ce que tu peux dire aussi quel est l'impact peut-être de la constitution de la femme sur, sa ménopause? Est-ce qu'en fonction de si j'ai un type dominant, Kapha, Pitta, Vata, comment ça va se passer? Et oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment très important parce qu'en fonction de sa constitution, on va avoir des déséquilibres qui correspondent plus à son dosha dominant ou à ses deux doshas dominants. Et c'est pour ça que l'Ayurveda est si intéressant et puissant pour prévenir les symptômes, les problèmes de préménopause, ménopause, hein. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir pas mal de kapha dominant, eh bien, elle aura des tendances à la prise de poids, hein, vous vous en doutez, à la rétention d'eau, à des phases de déprime. Une personne pitta, eh bien, elle sera plus sujette aux bouffées de chaleur, aux troubles du métabolisme, à l'irritabilité, à tout ce qui touche aux problèmes de peau aussi, hein, puisqu'on va retrouver tous les déséquilibres des doshas à ce moment-là dans la période de préménopause. Et la personne vata, eh bien, elle pourra avoir il faudra qu'elle fasse attention parce qu'elle aura des risques d'ostéoporose beaucoup plus poussés qu'une personne kapha, par exemple, des troubles du système nerveux, des troubles du sommeil qu'on peut aussi bien sûr retrouver chez toutes les constitutions, mais la personne vata, c'est vrai qu'elle sera plus sensible aux troubles du système nerveux. La sécheresse aussi est aussi très présente dans cette période, la sécheresse vaginale, sécheresse de la peau, sécheresse des cheveux, des yeux, des muqueuses, tout, quoi. Hein, donc c'est pas très réjouissant comme tableau, mais au moins quand on connaît sa constitution et qu'on connaît aussi sa constitution, qu'elle soit d'un seul dosha prédominant ou de deux doshas, on va pouvoir vraiment faire du préventif, hein. Et surtout pour les Vata, parce qu'une ostéoporose, par exemple, ça ne va pas se sentir, hein. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. Et j'ai une petite question également par rapport au recul que tu as suite aux nombreux accompagnements que tu as pu faire de femmes aujourd'hui. Est-ce que tu notes qu'il y a un impact sur le fait qu'on ait des enfants plus tard? On est dans une société où on a des enfants plus tard. Est-ce que ça décale nos phases de préménopause, ménopause? Est-ce que ça a un impact ou ça crée des équilibres encore plus forts? Est-ce que selon toi, il y a quelque chose qui se passe aussi avec ce changement de société, en fait En fait, je n'ai pas remarqué cela, hein. Pour toi, ça reste par rapport plus à l'âge de préménopause et ménopause de nos mères,
où là, on peut distinguer qu'on tombe souvent sur les mêmes phases, sur les mêmes dates à peu près. Mais le fait d'avoir des enfants plus tard, ça ne joue pas sur nos hormones et sur cette arrivée de la préménopause et ménopause. Ah, j'ai pas pu faire de généralisation, Lorraine, par rapport à ça, en fait. Hein. Je Ok. suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais Pas de bonne souci. question. Ouais. Il Pas faudrait de que je souci. fasse plus attention à ça, effectivement. Ouais, je pense qu'il y a un lien avec le fait que avant, en fait, on avait beaucoup d'enfants déjà, on en avait plus que un ou deux. Aujourd'hui, on est dans une société où on a un seul ou deux enfants, un peu max, quoi. Et avant, on avait moins de cycles, du coup, dans notre vie. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes, on a nos règles de plus en plus jeunes. Ça s'observe vraiment. Les jeunes filles, aujourd'hui, ont leurs premières règles vers 11 ou 12 ans. Après, encore une fois, je généralise. Hein, il y avait des femmes, il y a quelques années, qui avaient leurs règles à 11-12 ans. Mais sinon, on était plus vers 13-14 en général. Et du coup, on a beaucoup plus de cycles aujourd'hui. Et je pense que ça a un impact derrière sur la préménopause et ménopause, en plus du rythme de notre société, en plus de tout ce que tu disais. Voilà, donc c'est pour ça. J'ai essayé de créer un lien, mais je suis encore dans la recherche sur ça, moi aussi. On a peu d'écrits, en fait, sur ces sujets-là, mais je trouve que c'est intéressant d'étudier les comportements sociétaux et de mettre en lien avec nos habitudes de vie et nos maladies, nos déséquilibres et ces phases de la vie qui sont plus marquées encore aujourd'hui qu'à certaines époques. Oui, effectivement. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Lorraine, de mettre en lien les événements sociétaux avec les cycles de la vie de la femme. Et je me posais une question, peut-être que Catherine ou Lorraine, vous avez une réponse par rapport à ça. Est-ce que, en fonction du type de société, là, nous aujourd'hui, on est dans une société très occidentale, moderne, type Vata, qui bouge beaucoup. Est-ce que dans d'autres sociétés qui sont peut-être avec un mouvement plus lent ou qui favorisent beaucoup plus le collectif, est-ce qu'il y a des changements par rapport aux périodes de ménopause? Est-ce que ça a un impact? Moi, je trouve que c'est complètement visible, en fait, cet impact quand tu vas dans des sociétés peut-être plus latines ou plus asiatiques, comme le disait Catherine tout à l'heure. Il y a vraiment un accompagnement de la femme, déjà une prise en compte de ce qui se passe dans le corps de la femme. Mais tu vois, même en pré- et post-natal, nous, ça vient en France au fur et à mesure, avec l'Ayurveda, mais avec d'autres disciplines aussi, où on parle de vraiment la nécessité d'accompagner les femmes au niveau physique, évidemment, mais aussi émotionnel. Et cet accompagnement-là fait que ces autres étapes de la vie qu'on peut croiser, comme la préménopause et ménopause, sont vécues différemment. Et du coup, les sociétés dans lesquelles ça s'est inscrit, en fait, et l'accompagnement, il est juste, on parle même pas d'accompagnement, c'est normal, tu vois, qu'une femme en préménopause prenne du temps pour elle, comme le disait Catherine, en fait, ralentisse, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, qu'elle ait des accompagnements, qu'elle aille voir tel ou tel spécialiste. C'est des choses qui sont ancrées, en fait, dans ces cultures-là. Et le rythme de vie, je pense, a un impact évident sur ces périodes-là. Je sais pas si Catherine, tu me rejoins sur ça, mais je pense que oui, puisque c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, complètement. Et le souci chez nous, c'est que la ménopause est vue comme une maladie, alors que c'est simplement un changement dans le métabolisme. Donc, beaucoup, je pense, nos mères, on leur a donné un traitement hormonal de substitution. On n'a pas tout à fait le même âge, hein, mais on ne se posait même pas la question. On prenait le traitement hormonal substitutif, hein, et voilà. Et puis, depuis, il y a eu des études qui ont montré les dangers de ces traitements hormonaux de synthèse. Donc, tout s'est arrêté. Maintenant, beaucoup de médecins, beaucoup de gynécologues ne veulent plus en prescrire, hein. Par contre, ils ne proposent pas d'accompagnement, rien pour remplacer cela. C'est normal, ça va se faire. Alors, c'est vrai que des personnes qui ont beaucoup de symptômes, là, elles vont quand même, si le médecin est OK, il va quand même leur prescrire un traitement hormonal substitutif. Mais pour la majorité pour beaucoup de personnes qui n'ont que peu de symptômes ou qui ne veulent pas prendre de traitement, qu'est-ce qu'il y a, quoi?
peu de personnes pensent à se tourner vers les médecines comme l'Ayurveda, par exemple, où elles vont essayer de se soigner avec des plantes, mais elles vont faire de l'automédication et elles vont pas forcément prendre les bons dosages au bon moment. Enfin, ça va pas du tout fonctionner parce qu'elles vouloir utiliser les plantes. Elles vont prendre du soja, par exemple, et elles vont pas voir ça comme une approche globale, donc ça va pas fonctionner. Donc les femmes sont un peu laissées avec leurs problématiques, hein, sans vraiment de solution correcte. Oui, puis comme tu le dis, c'est face à cette un peu injonction de la société où on dit que la ménopause est une maladie ou qu'en tout cas la vieillesse, par exemple, ou la maturité, c'est pas bien. En fait, on est vraiment dans une société où c'est mal vu. Et du coup, au lieu d'accompagner notre corps naturellement vers ces changements, cette transformation et de le soutenir, on le contraint à continuer comme si on avait encore 30 ans en fait, avec du coup des traitements hormonaux qui sont, comme tu le dis, pas adaptés ou qui en fait sont là pour relancer la machine. Hein. Désolée d'utiliser cette expression, mais c'est un peu ça en fait. On essaye de garder un peu ce qu'il y avait en fait dans notre corps et comment il fonctionnait, etc., plutôt que de le laisser en fait tranquille en fait et d'accompagner ces changements de manière naturelle et avec tout ce que tu vas nous présenter. Je pense que là, on a une palette de solutions pour l'accompagner naturellement. Mais voilà, c'est vraiment je pense que c'est la vision, sans vouloir être complètement rebelle de la société, mais une vision vraiment très négative qu'on a et de la ménopause et de la vieillesse dans notre société. Et ça, c'est vraiment quelque chose à changer. Ah, complètement. Je te rejoins complètement, Lorraine, là-dessus. Ouais. Bon, bah, du coup, je pense que ça fait une transition parfaite. On va aller voir un petit peu, ce que l'Ayurveda propose dans sa vision holistique, globale pour l'accompagnement de la femme, dans ces périodes-là. Peut-être qu'on peut commencer par, l'hygiène de vie. On va aussi parler, après un petit peu de nutrition. On va bien sûr pas rentrer, complètement dans les détails parce que, on le répète souvent, l'Ayurveda étant une approche personnalisée, c'est vraiment au cas par cas, mais tu peux nous donner au moins les grandes lignes de ce qu'on va pouvoir utiliser dans l'accompagnement? Et au niveau hygiène de vie, est-ce qu'il y a des recommandations en termes de rythme de vie, rythme de sommeil, rythme d'activité dans la préménopause et ménopause? Oui, bien sûr, hein. Donc, on va commencer par équilibrer le dosha vata, car c'est souvent et toujours celui-ci à l'origine des troubles. Donc, l'idée, ça va être de calmer et de ralentir, donc d'essayer d'arriver à gérer son stress, puisque le stress est vraiment le gros perturbateur des hormones, avec le cortisol qui a un impact sur la production des hormones. Donc, on va gérer Vata par un rythme de vie. Donc, on ralentit son rythme de vie. On va amener de la stabilité et des horaires, de la régularité dans son hygiène de vie, en essayant de se... Vous connaissez sûrement tous ça, se lever toujours aux mêmes heures, se coucher aux mêmes heures, manger toujours aux mêmes heures. Donc, éviter vraiment l'irrégularité. Ensuite, on a respecté effectivement le fait d'essayer de se lever un peu plus tôt, de se coucher un petit peu plus tôt, de faire attention aux transitions, aux changements de saison, où Vata a tendance à être perturbé. Donc l'idée au niveau hygiène de vie, c'est utile. Alors il y a plusieurs choses que je propose. Hein. L'idée, c'est de prendre soin de soi avec des petits rituels, les rituels au quotidien, pour éliminer le stress de la journée qui s'accumule. Donc, on peut prendre un temps de méditation, on peut prendre un temps, faire bouger un peu son corps le soir par une courte séance de yoga et de respiration surtout. Et puis, on peut bien sûr se masser. Donc ça fait partie des soins ayurvédiques, hein, pour calmer Vata. Prendre des bains aussi relaxants aux huiles essentielles. Voilà ce qui me vient
à l'esprit quand on parle de calmer Vata, la méditation, le yoga, aller dans la nature, prendre le temps de faire des courtes, si on n'a pas beaucoup de temps, faire des courtes promenades dans la nature aussi. Le pranayama, c'est aussi un excellent outil pour améliorer son énergie vitale et agir sur Vata. Et si je rentre un petit peu plus dans les détails par rapport à la yoga thérapie, on va aller agir sur, alors si je parle de samana, vayu et d'apana, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on va chercher à agir sur ces régions, sur ces flux d'énergie qui vont aller comment dire, réguler, je dirais, le dosha Vata au moment de la ménopause. Mais après, ça sera vraiment du cas par cas, quoi. Au niveau Voilà. des pranayama, donc des respirations, est-ce qu'il y en a certaines à privilégier ou ça va être au cas par cas, comme tu le disais aussi pour les postures? Alors, ça sera en fonction de son niveau, si on est débutant ou si on est plus confirmé en yoga. Mais en tous les cas, je crois que c'est plutôt au cas par cas, sauf si on a vraiment des... Alors, il y a des choses très connues quand on a des bouffées de chaleur, par exemple. On va pratiquer plutôt des respirations rafraîchissantes, par exemple. On pourra pratiquer pour le sommeil, par exemple, le soir dans son lit, des longues expires, par exemple. On va des rétentions poumons vides aussi, si on veut travailler plus sur l'élimination. Enfin, on va voir vraiment en fonction des symptômes au cas par cas, oui. OK. Pour l'hygiène de vie, est-ce que tu avais d'autres, recommandations à donner ou tu veux qu'on passe, à la question de l'alimentation? Moi, j'ajouterais juste, et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Catherine, comme on rentre dans une période très vata de la vie et que souvent c'est une période, comme tu le disais précédemment, où la femme peut sentir un peu de déprime ou ne plus savoir où est sa place, se sentir aussi inutile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chez les femmes dans ces phases-là parce que les enfants sont partis, il y a plus ce rythme à la maison, on se sent vide. Du coup, ce vide, il faut le remplir avec de la créativité. Donc, c'est vraiment une belle période pour s'engager, si on n'a jamais eu l'occasion de le faire, dans une activité très créative de type poterie, peinture, ou pourquoi pas un instrument de musique ou de la danse. On parlait de la danse-thérapie la dernière fois avec Archena, pourquoi pas. Mais je pense que c'est vraiment hyper important de faire un focus là-dessus, aussi en faisant un lien direct avec toute la partie libido qui est clairement très liée à tout ce qui est l'envie de créativité, la luminosité dans le corps, le regain d'énergie dans le corps. Donc, si on veut travailler là-dessus, c'est vrai que passer par de la créativité et du coup une activité comme ça peut aider sur ces deux pans, je Ah pense. oui, complètement Lorraine. Ah oui, oui, je te rejoins tout à fait, oui. Oui, aller s'ouvrir à de nouveaux espaces, oui, à des choses créatives, oui, explorer oui, des nouveaux domaines, oui, 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 Mmh. je rejoins complètement. Comment est-ce que tu fais en termes de rythme de vie pour accompagner les femmes qui sont, encore en activité professionnelle? Parce qu'on a tendance à beaucoup avoir des carrières longues, tu vois? À travailler assez, longuement dans la vie et en même temps, au moment de la préménopause, ménopause, on aurait besoin de ralentir. Donc comment est-ce que tu fais pour rendre ça, compatible en termes d'hygiène de vie? Eh bien, l'idée, c'est d'arriver à simplifier sa vie aussi au maximum, hein. Vraiment faire le bilan de ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Et puis, ouais, ouais, essayer vraiment de faire un point sur là où on en est. Parce que il y a des choses qu'on va devoir laisser tomber, par exemple, au niveau de notre vie sociale, il y a sûrement des choses qui ne nous apportent plus rien, mais qu'on fait par habitude. Même au niveau de nos activités. Voilà, donc simplifier sa vie pour pouvoir se concentrer sur nos priorités, sur nous apporter
du soin. C'est pas être égoïste, hein, c'est simplement choisir les bonnes priorités au bon moment, parce que à cette période-là aussi, on va peut-être devoir commencer à s'occuper de ses parents qui vieillissent, hein. Et ça aussi, même si on n'a plus les enfants à gérer, ben là, ça va demander aussi du temps. Ça va être aussi ça pourra être aussi angoissant. Donc vraiment, si on veut prendre soin de ses parents, il va falloir prendre soin de soi et vraiment se faire passer en priorité. Donc vraiment simplifier sa vie, c'est ce que je recommande vraiment le plus. Ouais. On devrait même le faire sans attendre, ces périodes-là pour mieux vivre au quotidien. Pour revenir sur des choses, liées à l'alimentation qu'on peut adopter, durant ces phases-là pour accompagner le corps, pour s'accompagner tout court. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus favorables durant ces périodes et qu'il faut privilégier ou au contraire des aliments, à éviter? Alors après, par rapport à l'alimentation, ça va vraiment être du cas par cas en fonction du dosha prédominant de la personne. Puisque bien sûr, une personne en excès de poids, avec de la rétention d'eau, eh bien n'aura pas la même alimentation cependant qu'une personne vata, très agitée. Donc là, on va aller reprendre les règles de l'Ayurveda, aller gérer les déséquilibres de la constitution, tout en gérant le dosha vata, qui on sait parfois peut être à l'origine, qui est à l'origine du déséquilibre hormonal. Bon, après au niveau de l'alimentation, c'est clair que manger un petit peu plus nourrissant, enfin en tous les cas c'est important pour les personnes vata et pitta, manger beaucoup plus nourrissant. Et les 6 saveurs doivent être aussi présentes le plus possible, hein, sauf vraiment en cas de gros déséquilibre. Hein, on doit tenir compte des saisons également. Je dirais qu'il y a, par-delà l'alimentation, il y a des choses quand même à regarder en période de préménopause, ménopause, mais là, ça va peut-être plus rentrer au niveau de la partie plante ou voilà, mais au Ouais. niveau alimentation, ça va vraiment dépendre effectivement des doshas prédominants. OK. Ben, du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu des plantes et de certaines plantes qui peuvent peut-être soutenir le système hormonal, prévenir les déséquilibres. Quelles plantes, on peut utiliser? Alors, pendant cette période-là, moi j'aime bien proposer par rapport aux femmes qui pourraient avoir des gros déséquilibres œstrogène, progestérone, de s'occuper de leur foie, puisque le foie a cette particularité qu'il va éliminer les œstrogènes usagés. Et parce que les œstrogènes sont liposolubles, donc ils ne peuvent pas être éliminés par les reins, ils doivent passer par le foie qui va les retraiter. Et il y a 3 voies d'élimination des œstrogènes par le foie, et il n'y en a qu'une seule qui est bénéfique et qui ne crée pas de problématique de ramener les œstrogènes usagés dans la circulation. Donc, pour éviter, prévenir les cancers hormonaux dépendants, il va falloir vraiment faire attention à son foie et effectivement cibler une alimentation riche par exemple en crucifères, parce que ça j'ai oublié d'en parler quand j'ai parlé de l'alimentation. Et on peut même s'aider par des compléments alimentaires qui vont, parce que comme on ne peut pas manger non plus à chaque repas 4 kilos de brocoli, par exemple, hein, on pourra utiliser des compléments alimentaires pour ça. Si on est en déséquilibre vraiment important, excès de poids, de déséquilibre d'œstrogène par rapport à la progestérone. Donc après, il y a quand même des plantes, oui, un petit peu incontournables, que sont les rasayana, hein, les régénérants, à la fois pour le système digestif, pour le système hormonal, pour le système nerveux, hein, puisque on va avoir la mémoire, le cerveau qui va être impacté, on aura certainement quelques troubles du sommeil, hein.
le système digestif qui va ralentir, puisque j'ai pas parlé non plus des ballonnements et du métabolisme qui ralentit, donc une moins bonne digestion, assimilation. Après, voilà, donc il y a des plantes qui sont des rasayana qui sont intéressants à prendre dès la ménopause, hein, comme donc le très connu ashwagandha, le shatavari par exemple. Ensuite, il y a des plantes pour le cerveau comme Centella asiatica ou le brahmi par exemple, hein. Ça, c'est vraiment les plantes vraiment principales. Après, pour les types kapha, on pourra prendre du tulsi. Le triphala va être aussi important pour bien digérer et absorber aussi ces plantes qui peuvent être un peu lourdes à digérer. Donc ça, c'était pour les plantes en ménopause, mais en préménopause aussi, on va pouvoir s'orienter en fonction des symptômes des personnes vers des plantes à visée phytoprogestative. Donc là, on a des plantes aussi occidentales qui peuvent aider à réguler les règles trop abondantes. Et puis, voilà. Donc on a le choix dans la pharmacopée à la fois ayurvédique et occidentale, on a le choix des plantes. Est-ce que pour les bouffées de chaleur, il y a une plante un peu miracle ou quelque chose qui peut aider là pour les femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas fait de prévention et qui se retrouvent dans une ménopause avec des bouffées de chaleur vraiment incommodantes? Est-ce que tu as quelque chose à leur recommander? Alors, À part venir te voir évidemment, mais oui. Alors, il y a une plante indienne qui peut fonctionner chez certaines femmes, à condition de la prendre en fort dosage. Donc, reste à trouver des laboratoires maintenant qui arrivent à les doser en extrait phytostandardisé. Donc, je parle là du shatavari, qui va être intéressante pour les femmes Vata, Pitta. Principalement Pitta. Après, moi, je préfère m'orienter vers des plantes occidentales et vers des formules avec un mélange de plantes, notamment le trèfle rouge, par exemple, qui est une plante très intéressante, un phytoestrogène qui a les différents... qui possède différents phytoestrogènes et qui va avoir une approche beaucoup plus équilibrée parce que par exemple, si on donne des fortes doses de soja à une femme, ça va être trop déséquilibrant parce que le soja n'a que c'est les isoflavones qu'on a dans le soja et ça va être trop. En fait, ça va être trop loin de la nature, donc il vaut mieux prendre des différents petits phytoestrogènes provenant de sources différentes, soit en gélules, en plantes, soit même en nutriments, parce que j'ai oublié de parler de la nutrition, maintenant ça me revient. Oui, les phytoestrogènes dans l'alimentation, c'est super, super important je dirais même dès l'adolescence ou même même dès l'adolescence pour réguler le système hormonal et garder l'équilibre du système hormonal. Donc, où est-ce qu'on les trouve, ces phytoestrogènes? Alors, rassurez-vous, les phytoestrogènes sont 100 à 1000 fois moins puissants que les œstrogènes, les œstrogènes internes. Hein. Donc, ils ne vont pas nous mettre en prédominance en œstrogènes, non, ils vont simplement agir pour moduler nos œstrogènes internes. Ils occupent les mêmes récepteurs que les œstrogènes, mais ils sont beaucoup plus moins puissants. Donc, en fait, ils vont réguler l'équilibre de nos propres œstrogènes. Et c'est vrai que c'est important de les prendre. Donc, on va les trouver dans l'alimentation, tout ce qui est céréales complètes, dans les légumineuses, dans toutes les plantes sauvages, dans les herbes, hein, la coriandre, le fenouil. On va les trouver dans les graines de lin. On va les trouver dans par exemple, la luzerne, l'alfalfa. Donc, voilà, on va trouver ces phytoestrogènes dans beaucoup de plantes, dans des fruits, des légumes, surtout sans pesticides. Et voilà, donc j'avais oublié de parler de cette chose-là assez importante, des phytoestrogènes dans notre alimentation. Et après, en ménopause, si besoin, pour les bouffées de chaleur, on va rajouter des phytoestrogènes par voie interne en essayant de varier toujours l'apport des différents phytoestrogènes. OK.
D'où l'importance d'avoir une alimentation, équilibrée, adaptée à sa constitution, dès que possible pour, permettre d'avoir, une préménopause, une ménopause, équilibrée. Oui, et surtout choisir du bio, le plus possible du bio, parce que on a quand même un gros souci avec les œstrogènes. Enfin, c'est les œstrogènes. Surtout les œstrogènes exogènes, donc on appelle les xénohormones ou les xénoestrogènes qui arrivent par les pesticides, par les herbicides, qui arrivent via l'eau du robinet où il y a des résidus de pilules, qui arrivent par nos crèmes solaires ou autres crèmes où il y a des perturbateurs endocriniens, qui nous viennent des plastiques, qui nous viennent... En fait, on vit dans un environnement vraiment toxique et tout ça va aller vraiment déséquilibrer nos hormones et on va se retrouver comme ça avec des xénoestrogènes qui vont aller perturber notre équilibre entre œstrogènes parce qu'ils agissent vraiment comme les œstrogènes, quoi. Ça va complètement aller déséquilibrer notre équilibre. D'ailleurs, ces femmes, ces jeunes filles donc, qui deviennent pubères, qui ont des règles très précoces, donc ça touche pas seulement effectivement les poissons et les insectes, et ça nous touche aussi. Donc c'est une grosse problématique donc, au niveau alimentation, c'est d'arriver à manger se protéger le plus possible de notre environnement avec une alimentation bio le plus possible, quoi. Très bien, Catherine. Est-ce que tu as des éléments que tu souhaitais ajouter sur la préménopause, ménopause, les conseils? Eh bien, non, simplement vraiment être conscient qu'on vit dans un monde toxique et et que c'est très perturbant pour nos hormones notamment, et que nos hormones sont très importantes pour notre santé, puisqu'il n'y a pas que les hormones sexuelles, hein, mais il y a aussi beaucoup d'autres hormones qui sont là pour réguler notre santé. Oui, on les connaît même pas toutes, donc essayons de prendre soin de nous au maximum. C'est ça. C'est ça. Très bien, Catherine, on te remercie pour tous ces éléments. Nous avons des petites questions rituelles pour toi pour clore cet épisode. La première question, c'est pour connaître ton rituel préféré. Ah, eh bien, je crois que mon rituel préféré, c'est l'automassage le matin avec soit de l'huile de coco, soit de l'huile de sésame, auquel j'ajoute des huiles essentielles que j'adore, donc qui parfument un petit peu même la pièce où je me masse. Et ça, c'est vraiment un soin que je m'accorde, même si ça dure pas très très longtemps, que j'essaye de m'accorder tous les jours. Et c'est vraiment exceptionnel quand je ne me masse pas. Et ensuite, j'enchaîne avec ma tenue de yoga des vêtements qui ne craignent pas l'huile pour pouvoir pratiquer mes postures, le pranayama, méditation. Et ça, en fait, c'est une discipline que j'ai mis en place dans ma vie depuis une dizaine d'années maintenant, et je n'y déroge pas. Donc effectivement, je me lève tôt. Je me lève tôt. OK. Quels sont tes projets dans les semaines, les mois à venir? Mes projets, bien, c'est pouvoir partir avec un groupe d'élèves de yoga, pouvoir partir en Inde pour une cure ayurvédique. Là, j'ai été arrêtée avant le Covid, donc très très frustrée. J'essaye de remettre ça en place et puis d'organiser régulièrement des petites retraites de yoga et d'ayurveda de 3 jours pour les femmes en préménopause, ménopause, pour vraiment qu'elles aient une pause et qu'elles comprennent un petit peu les mécanismes de tout ça, et puis qu'elles prennent soin d'elles pendant ces 3 jours au vert, donc soit dans le Marais Poitevin, soit en Sologne, des temps de pause là pour ces femmes, en fait. Ça, c'est les genres les projets que je veux continuer à mener à bien à terme dans les prochains mois. Top, on te souhaite plein de bonnes choses pour que ces projets soient menés à terme. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier?
Alors, je veux vraiment remercier tous les enseignants que j'ai eus, que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont transmis tellement de belles choses autour du yoga, de la yoga thérapie, de l'ayurveda, qui m'ont permis d'acquérir ces connaissances pour pouvoir aider le maximum de femmes. Donc c'est vraiment tous les enseignants que j'ai eus, gratitude à ces personnes-là, gratitude. Oui. Eh ben, merci beaucoup Catherine pour, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui et puis avec nos auditrices, qui je suis sûre, repartiront avec, plein d'envie de prendre soin d'elles. Donc, merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si certaines ont envie d'aller, d'être accompagnées par toi? Alors j'ai un site internet qui peut aider. Je vous donne le nom du site ou je vous donnerai un lien. On prend les deux. Voilà, donc yoga-ayurveda37.com parce que je suis sur la région de Tours, je suis en Touraine. Mais je fais des accompagnements aussi en ligne. Donc, là, actuellement, j'ai même des personnes qui sont aux Pays-Bas que j'accompagne en visio. Voilà, donc présentiel ou en ligne. Voilà, OK. voilà. OK, super. Oui, j'avais encore une dernière Vas-y. chose. J'ai créé un groupe privé autour de la ménopause qui s'appelle Périménopause consciente et sereine, un groupe privé Facebook, pardon, je précise. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent intégrer ce groupe où on partage beaucoup de choses. Donc les personnes vont aller vraiment parler de leurs problématiques et on va aller échanger sur le sujet. Je partage aussi des conseils, des choses que ne leur donnent pas, des informations que ne leur donne pas forcément leur gynécologue sur le sujet. Voilà, il y avait ça aussi. Ah bah, génial, OK. merci beaucoup. On Merci mettra bien sûr toutes Catherine. les références, dans les notes de l'épisode et on te dit à très bientôt Catherine. Merci encore À pour très tout aujourd'hui. bientôt. Merci beaucoup Nath et Lorraine, enchantée. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nath et Lorraine. À très bientôt!